My wife isn't home. I don't know where she is. Please help us, because there are 3 beautiful little girls of Alison's wanting to see their mother. Detectives, a forensics team and police divers responding to a grim discovery under a bridge. En 2012, 3 fillettes voient leur mère disparaître dans des circonstances plus qu'étranges et l'issue des intenses recherches menées dans le but de la retrouver ne sera malheureusement pas celle qu'elles espéraient. Mais cette nouvelle, qui était déjà ce qu'on pouvait leur annoncer de pire, fait presque pâle figure face à ce qu'elles vont apprendre plus tard sur les circonstances exactes de sa mort, une mort qui a révolté toute l'Australie. Aujourd'hui, je vous raconte la tragique histoire du meurtre d'Alison Baden-Clay. Générique. En Australie, quand on cherche un endroit qui bouge, Brisbane représente une destination de choix. Cette grande ville, pourvue d'une 50aine de gratte-ciel, borde le fleuve du même nom et se trouve être la capitale de l'État du Queensland. Cela dit, malgré sa taille et son architecture moderne, certaines de ses banlieues ont presque des airs de village nichés dans des écrins de verdure, et c'est le cas de Brookfield. Ce quartier résidentiel rural est le refuge des gens généralement aisés, qui ont voulu fuir l'agitation de la vie citadine, sans toutefois devoir trop s'en éloigner étant donné que Brookfield n'est situé qu'à 13 km du centre de Brisbane. Début 2012, c'est justement là-bas, et plus précisément au 593 Brookfield Road, qu'on peut retrouver la famille Baden-Clay, qui est constituée de 5 membres, à commencer par Gérard Robert et Alison June, âgés de respectivement 41 et 43 ans. Je le précise au cas où il y aurait des amateurs de scoutisme parmi vous, il se trouve que le fondateur du mouvement, Lord Robert Baden-Powell, est l'arrière-arrière-grand-père paternel de Gérard, et ils sont d'ailleurs tous les deux nés en Angleterre. En 1971, soit l'année qui a suivi sa naissance, ses parents décident de partir s'installer en Afrique, d'abord en Zambie, puis en Rhodésie, et c'est là-bas que Nigel, son père, qui s'appelait simplement Clay jusque-là, décide d'accoler une partie du nom de son aïeul au sien. C'est donc sous le nouveau patronyme de Baden-Clay que la famille pose ensuite ses valises en Australie en 1980, pays où, 15 ans plus tard, Gérard rencontre Alison au sein de l'agence de voyage Flight Centre pour laquelle ils travaillent tous les deux. La jeune femme est aussi jolie qu'intelligente, elle a excellé en tant que ballerine pendant son adolescence, parle pas moins de 5 langues et sera même élue Miss Brisbane en 1993. Il ne faut donc pas bien longtemps pour qu'une relation amoureuse démarre entre les deux collègues de boulot qui se marient en 1997 et ont ensuite 3 filles, Anna, Sarah et Ella, qui en 2012 ont 10, 8 et 5 ans pour la plus jeune. Seulement voilà, le 20 avril de cette année-là, un imprévu de taille vient bousculer le quotidien de tout ce petit monde, un imprévu assez sérieux pour que très tôt dans la matinée, Gérard passe un appel au 000, le numéro d'urgence australien. Thank you. Police emergency. What's your location? Good morning, Brookfield. Whereabouts in Brookfield, sir? 593 Brookfield Road, Brookfield. And what's happening there? I don't want to be alarmist. I tried the 131 number, but just went on forever. Yeah. My wife isn't home. I don't know where she is. Okay. Gérard raconte à l'opératrice que quand il s'est levé, Alison n'était pas à la maison, mais que ce premier point n'a rien d'inquiétant parce qu'elle sort régulièrement faire une balade avant l'aurore vers 5h du matin. Le truc, c'est qu'elle est normalement toujours de retour à temps pour pouvoir s'occuper de ses filles à leur réveil, notamment afin de leur préparer leur petit déjeuner. Seulement ce matin-là, elle n'est pas revenue. Et il n'y a pas que ça qui est inhabituel. I've texted her and called her a number of times. I think she has her phone with her. Yeah. And What time does she normally get back when she goes for a walk? this morning she was planning to. She has a seminar in the city, so she was planning to leave by around 7. Okay. And she's not back home yet. Au moment où le mari d'Alison a passé cet appel, il était 7h15, ce qui veut dire qu'elle était sûrement déjà en retard au séminaire portant sur l'immobilier auquel elle devait assister, et ça, c'est très surprenant, vu qu'elle est connue pour être sérieuse et pour tenir ses engagements. La mère de famille est toujours salariée chez Flight Centre, où elle occupe maintenant un poste à très haute responsabilité. Elle est directrice nationale des ressources humaines au sein de l'entreprise,
et c'est pour ainsi dire une employée modèle qui a gravi les échelons uniquement parce qu'elle se donne corps et âme à son travail. Il est donc difficile de l'imaginer faire volontairement l'impasse sur un événement auquel elle devait participer, et elle avait d'ailleurs été chez le coiffeur la veille, vers 18h30, pour rafraîchir sa coupe en vue de ce séminaire, une chose qui prouve qu'elle comptait bel et bien s'y rendre. De plus, elle n'aurait de toute façon jamais raté le lever de ses 3 filles, et rien n'explique le fait qu'elle soit totalement injoignable. Du coup, on comprend l'inquiétude croissante de Gérard et le fait qu'il ait immédiatement prévenu la police quand il a vu qu'Alison ne rentrait pas à l'heure habituelle. Après la fin de l'appel, une patrouille est envoyée chez les Baden-Clay et la police recueille le témoignage complet de Gérard qui révèle que la veille au soir, tout s'est déroulé exactement comme d'habitude. Quand les filles du couple sont allées rejoindre leur chambre, leur mère regardait l'émission de Footy Show allongée sur le canapé. Donc, à ce moment-là, rien ne sortait de l'ordinaire. Vers 22h, c'est leur père qui est parti dormir, et c'est là la dernière fois que Gérard a vu sa femme, parce qu'étant donné qu'il a le sommeil assez lourd, il ignore quand elle est venue se coucher à son tour, si tant est qu'elle l'ait fait. Ce n'est que quand il s'est réveillé, vers 6h15, qu'il a remarqué qu'elle n'était pas chez eux. La priorité pour la police, c'est évidemment de mettre tout en œuvre pour comprendre ce qui est arrivé à Alison après son départ de la maison, d'autant plus que quelque chose ajoute à l'urgence de la situation. En effet, la mère de famille a été diagnostiquée dépressive et elle est sous traitement antidépresseur. Il n'est donc pas totalement exclu qu'elle soit sortie pour intenter à sa vie, une chose que Gérard a bien évidemment mentionnée aux autorités. Dans tous les cas, on sait que dans le cadre des affaires de disparition, les 2 premiers jours sont cruciaux, étant donné que c'est sous 48 heures que leurs chances de pouvoir venir en aide à la victime sont les plus élevées. De vastes recherches s'enclenchent pour tenter de localiser Alison, et elles débutent bien évidemment à Brookfield, qui est ratissé dans les jours qui suivent par plus de 100 policiers et bénévoles du State Emergency Service. Les unités au sol bénéficient d'un soutien aérien et rien n'est laissé au hasard parce que tous les lits de ruisseaux, terrains vacants et plus généralement les endroits broussailleux ou les petits recoins un petit peu à l'écart des zones de passage sont minutieusement fouillés. Dès le lendemain du signalement de la disparition de sa femme, Gérard reçoit une visite des enquêteurs qui perquisitionnent la maison familiale à la recherche du moindre indice pouvant leur donner une piste sur la direction qu'elle aurait pu prendre. La police fait également du porte-à-porte à Brookfield pour tenter de recueillir des témoignages au cas où quelqu'un aurait aperçu Alison le matin du 20 avril ou éventuellement dans la nuit, à pied ou dans l'une des voitures du couple, une Toyota Prado blanche et une Holden Captiva argentée. Cela dit, 4 jours après avoir été aperçue pour la dernière fois, elle demeure introuvable et ses parents, Priscilla et Geoff Dickey, décident de s'investir eux aussi à leur manière pour que la disparition de leur fille soit mise en lumière. Please help us, because there are 3 beautiful little girls of Alison's wanting to see their mother. Après cet appel public, les médias commencent à s'emparer sérieusement de l'affaire et Gérard est lui aussi abordé par les journalistes. I'm trying to look after my children at the moment. They've got 3 young girls and we really trust that the police are doing everything they can to find my wife and we just hope that she'll come home soon. I've spoken to the police about everything and I've had no contact from her at all. 5 jours après sa disparition, tous les proches d'Alison sont donc toujours sans nouvelles d'elle et ça n'est pas de bon augure. Cela dit, famille et amis gardent espoir et si on aurait d'ailleurs pu penser que ce sont leurs différentes interventions publiques qui allaient peut-être permettre de faire avancer l'enquête, il n'en est rien. C'est finalement la triangulation du signal émis par le téléphone de la disparue qui donne une première piste sérieuse à la police. En effet, si à présent l'appareil est éteint, avant de l'être, il a borné à un endroit couvert par 3 banlieues ouest de Brisbane, Brookfield, Kenmore et Pulanval. Toutes les personnes vivant dans la zone qui s'étend sur un rayon d'approximativement 4 km sont alors appelées à participer à l'effort commun parce que les autorités encouragent tout un chacun à fouiller sa propriété pour ne passer à côté d'aucun éventuel indice. Les habitants ayant des réservoirs ou des puits de mines abandonnés sur leur terrain sont même priés de se signaler au plus vite à la police afin qu'ils puissent être inspectés en bonne et due forme par des professionnels. Le mot est passé et la disparition d'Alison fait la une des journaux télévisés, alors nombre de personnes ouvrent l'œil à la recherche d'une trace d'elle ou même des vêtements dans lesquels son mari l'a vue avant qu'elle ne disparaisse, à savoir un pantalon de survêtement gris, des chaussures de course blanches et un haut gris ou noir. En réalité, à ce moment-là, la police pense déjà qu'il y a assez peu de chances pour que la mère de famille
soit retrouvée saine et sauve. Quoi qu'il en soit, même si le périmètre de recherche a été agrandi, aucun résultat n'a été obtenu après une semaine d'efforts, et cette absence totale d'avancée dans l'enquête pousse les autorités à tenter quelque chose d'assez inhabituel. Queensland Police have stepped up efforts to find a missing Brisbane mother, displaying a mannequin outside her home in the hope it'll jog memories. Le mannequin est également filmé puis montré à la télévision et cette entreprise va s'avérer particulièrement utile parce que grâce à ça, quelqu'un va décrocher son téléphone quelques jours plus tard pour livrer une information qui va tout faire basculer. Le 30 avril 2012, dans la matinée, soit 10 jours après la disparition d'Alison, Daryl Joyce, un professeur d'horticulture à l'université du Queensland, sort son kayak pour aller pagayer. Ce jour-là, vu que le temps et la marée le lui permettent, il décide de remonter la Colo Creek, une rivière située à l'extérieur de Brisbane, sur une courte distance, comme il le fait régulièrement, seulement quand il arrive au niveau du pont qui la traverse, quelque chose l'interpelle. En effet, il aperçoit une personne allongée sur le côté, sur la berge, et si dans un premier temps il pense que c'est sûrement quelqu'un qui s'est posé là pour faire un somme au bord de l'eau, en s'approchant, il réalise bien vite que ce n'est malheureusement pas le cas du tout. La femme qui se trouve sous le pont est totalement inanimée, à moitié face contre terre, son pull est emmêlé autour de son cou et elle porte des vêtements qui rappellent fortement quelque chose à Daryl, parce qu'il se trouve que c'est justement le même genre d'habits que ceux qui ont été montrés à la télévision quand la disparition d'Alison était mentionnée par les journalistes. C'est grâce à ça que le professeur réalise que c'est potentiellement le corps de la mère de famille toujours activement recherché qu'il vient de découvrir, et il prévient immédiatement la police, qui confirme assez vite qu'il ne s'est pas trompé. Primarily today we can positively confirm that the body located yesterday was Alison's. It took more than 24 hours to positively identify Alison Baden-Clay's body after it was discovered yesterday morning on the banks of the Colo Creek at Anstead. The heavy rain that we've had over a period of time, I think on Friday, Saturday, may indicate that the body may have washed down to where the final resting place was. Une hypothèse assez crédible, étant donné que le corps d'Alison a été découvert à un endroit situé à environ 14 km de chez elle. Il est peu probable que cette berge soit l'endroit exact où elle a trouvé la mort, une mort qui n'a d'ailleurs rien d'accidentel selon les enquêteurs. They won't reveal whether there were signs of trauma, but confirm a murder investigation. At this stage, we're looking at an unlawful homicide investigation. We have been looking at that for some time now. Homicide. Le mot est lâché. Dès lors, des recherches commencent pour tenter de trouver des indices sur la façon précise dont Alison a été tuée et surtout sur l'identité de la personne qui en est responsable. Police on foot and motorbike spent the day scouring thick bushland near where the 43-year-old's body was found, and they recovered a mobile phone SIM card earlier today. L'ennui, c'est que malgré cette nouvelle découverte, l'enquête a du mal à prendre un réel départ parce que l'état de décomposition très avancé du corps d'Alison ne permet même pas aux médecins légistes de déterminer la cause exacte de son décès. Il reste indéterminé, ce qui place la police dans une position délicate à l'heure où tous les proches d'Alison attendent des réponses, à commencer par son mari, qui doit maintenant annoncer à leurs 3 filles qu'elles ne reverront jamais leur mère en vie. Le 11 mai, il est l'heure pour la famille de la défunte de lui faire leurs adieux, et au moment où elle est mise en terre, les enquêteurs ignorent toujours comment ce drame a bien pu se produire. Alison avait un parcours qui forçait l'admiration, c'était une mère dévouée et appréciée de tous, une femme à la fois brillante et sociable, qui n'avait aucun ennemi connu. Pour résumer, elle n'était pas du genre à s'attirer des problèmes, l'hypothèse selon laquelle il s'agirait d'un crime d'opportunité, c'est-à-dire qu'elle ait simplement fait une très mauvaise rencontre durant sa balade matinale du 20 avril, est donc celle qui apparaît la plus plausible. Le truc, c'est que le 18 mai, soit près d'un mois jour pour jour après sa disparition, la police annonce que, justement, ce n'est probablement pas ce qu'il s'est produit. En effet, si on en croit les enquêteurs, le tueur d'Alison n'était pas un inconnu pour elle, et s'ils confirment n'avoir pour l'instant arrêté personne, ils disent aussi penser qu'il y a de fortes chances pour que le meurtrier soit en réalité quelqu'un qui faisait partie de l'entourage de la victime. Quand je parle de l'entourage de la victime, c'est en fait de son mari dont je fais mention, parce que depuis le début des investigations, ses déclarations comme son attitude face aux caméras ne reflètent
pas du tout ce qui a été découvert par la police. Souvenez-vous, le matin de la disparition d'Alison, Gérard a affirmé ne pas savoir si elle l'avait ou non rejoint au lit, parce qu'il était parti se coucher vers 22h et qu'il avait dormi à point fermé jusque 6h15. Seulement le problème, c'est que si on en croit l'analyse de ses données téléphoniques, il a passé un appel en FaceTime à son père vers minuit et demi, et si leur conversation a duré moins de 2 minutes, elle suffit à prouver que celui qui l'a tenu était bien réveillé à une heure où il avait dit ne pas l'être. De plus, Gérard a probablement encore veillé après ça, parce qu'il a branché son portable à un chargeur à 1h48. Il semble donc assez improbable qu'il ne sache pas si sa femme a dormi sur le canapé ou dans leur lit cette nuit-là. Et c'est loin d'être la seule chose bizarre dans tout ça, parce qu'après son réveil, il a envoyé 2 SMS à Alison, mais sa localisation n'était apparemment pas tout ce qui l'inquiétait, vu qu'il a recherché auto-incrimination sur Google très peu de temps après. Une recherche pour le moins étrange, qui en rejoint une autre qu'il avait faite 2 jours avant la disparition de sa femme, à savoir « Taking the Fifth » ou « Prendre le 5e », si on traduit littéralement, ce qui a un rapport avec le 5e amendement américain. Ce dernier précise que nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même et donne de fait le droit à un suspect de garder le silence pendant son interrogatoire. Il n'existe pas en Australie, mais le droit au silence est reconnu par tous les tribunaux étatiques et fédéraux du pays comme étant fondamental. En bref, c'est un petit peu le genre de recherche qu'on fait généralement pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'on est un YouTuber True Crime à la recherche d'informations pour la rédaction d'un script, et la seconde, c'est parce que, tout simplement, ça pourrait nous être utile dans le futur. En fait, la police a rapidement remarqué que Gérard n'avait pas été tout à fait honnête quand il a témoigné. Il est fort possible qu'il ne l'ait pas été non plus concernant d'étranges égratignures qui étaient présentes sur son visage le 20 avril. Il a affirmé s'être coupé en se rasant dans la précipitation. Seulement, selon le témoignage d'un expert médico-légal, ces blessures ne ressemblent en rien à celles que l'on peut se faire avec un rasoir qui dérape. Ce serait plutôt le genre de plaies que peuvent infliger des ongles qui griffent la peau de manière assez violente, et Gérard n'avait d'ailleurs pas des marques que sur le visage. Il en présentait aussi au niveau du cou, du torse et de l'une de ses mains, ce qui a forcément attiré l'attention des autorités. Des soupçons naissants que le mari d'Alison a même légèrement aggravés en ayant un accident de voiture. Le 22 avril, alors qu'il était en route pour se rendre au commissariat d'Indooroopilly, il s'est encastré dans un pan de mur en béton en roulant à environ 50 km/h. Jusque-là, rien d'anormal, c'est le genre de choses qui pourrait arriver à tout le monde. En revanche, ce qui est troublant, c'est qu'il n'a pas essayé de freiner du tout, ni voulu s'expliquer auprès de la police quand ils lui ont demandé pourquoi il ne l'avait pas fait. Cela dit, cette absence de réponse n'a pas empêché les enquêteurs d'examiner le véhicule, ce qui leur a permis de découvrir 2 choses pour le moins inattendues dans le Holden Captiva du couple. Une trace de sang, mais aussi un cheveu blond. Ils étaient situés au-dessus du passage de roue, à l'arrière, à côté d'une rangée de sièges qui peuvent être rabattus pour agrandir le coffre. Il est à noter que c'est parce que Gérard a été pris en charge médicalement le jour de l'accident que les enquêteurs ont découvert l'existence des marques présentes sur son torse qui étaient restées cachées jusque-là. Les médecins ont dû découper son t-shirt pour pouvoir l'examiner et le soigner, malgré les vives protestations du blessé, qui ne tenait visiblement pas à ce qu'on expose le haut de son corps. Alors, de là à penser qu'il a peut-être précipité sa voiture dans un mur parce que s'être fait mal aurait éventuellement pu lui donner une excuse qui puisse expliquer la présence d'autres égratignures, il n'y a qu'un pas. Non, parce que si celles-là sont aussi dues à un rasage particulièrement maladroit, il serait peut-être temps de penser à l'épilation, monsieur Baden-Clay. Toujours est-il qu'en attendant le résultat des analyses de la trace de sang et du cheveu retrouvés dans la voiture, les enquêteurs gardent la forte intuition que Gérard est impliqué dans la mort d'Alison. Quelque chose que la découverte de son corps a permis d'entériner, parce que l'analyse des matières végétales retrouvées emmêlées dans ses cheveux ont permis d'établir qu'il y avait dedans 6 espèces de plantes différentes. 6 espèces de plantes toutes présentes dans le jardin de la maison familiale à Brookfield, alors que seules 2 d'entre elles se trouvent sur les berges de la Colo Creek et dans leurs environs. C'est le 13 juin 2012 que Gérard glisse définitivement dans la case suspect. Ce jour-là, il est formellement interrogé par la police et il donne visiblement des réponses qui ne suffisent pas à convaincre les enquêteurs de son innocence. The husband of murdered Brisbane woman Alison Baden-Clay is tonight expected to be charged over her death. Lawyers for Gerard Baden-Clay spoke to the media a short time ago.
police have indicated an intention to charge my client with murder. He is devastated, and his intention is clearly to defend the charge vigorously. Thank you. À ce moment-là, tout le monde est sur le point de découvrir ce dont peu de gens avaient connaissance auparavant, à savoir que Gérard était en réalité très loin de ce qu'on pourrait qualifier de mari parfait. On le sait, maintenant, l'homme de 41 ans est suspecté d'avoir tué sa femme, mais s'il l'a réellement fait, quel était le mobile de ce meurtre? Eh bien, il se trouve qu'il n'en avait pas qu'un, et que l'un d'eux a même un nom, Tony McHugh. Au printemps 2007, alors âgé de 37 ans, Gérard est à la tête d'une agence immobilière Sentieri 21 qui marche très bien parce que les propriétés luxueuses situées dans les riches banlieues de Brisbane qu'elle propose à la vente se vendent comme des petits pains. Le directeur côtoie du beau monde, devient président de la chambre de commerce de Kenmore et s'enorgueillit même de sa réussite dans l'entrepreneuriat devant les étudiants des écoles du coin. En bref, Gérard aime parler de lui, être le centre de l'attention et soigner son image. Il n'hésite d'ailleurs pas à mettre en avant son lien familial avec Lord Robert Baden-Powell, son arrière-arrière-grand-père, histoire d'en imposer davantage auprès de ses clients. Devant le succès de son entreprise franchisée, il entame une campagne de recrutement en avril, et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Tony, une femme de 38 ans qui, tout comme lui, est mariée et même mère de 2 adolescents. Il l'embauche et, un petit peu plus d'1 an après, en août 2008, ils entament une relation extra-conjugale, qui n'est d'ailleurs pas la première que Gérard se permet d'avoir dans le dos d'Alison, parce qu'il lui est en réalité régulièrement infidèle depuis un bon moment. Le truc, c'est que Tony, elle a confiance en son amant qu'elle pense honnête et surtout, véritablement amoureux d'elle. Do you believe you were? I believed that I was in a loving, caring relationship that did have a future. Even though he was a married man? Yes, even though he was a married man. How much did you love him, or how much do you love him? I loved him very much. Des sentiments forts qui vont la pousser à quitter son propre mari en novembre 2009, mais également à poursuivre sa relation avec Gérard pendant plusieurs années, dans l'espoir qu'il se décide enfin à demander le divorce de son côté, comme il le lui fait régulièrement miroiter. Une chose que, vous vous en doutez, il n'avait en fait probablement pas l'intention de faire du tout. Cela dit, Tony y croit dur comme fer jusqu'en septembre 2011, moment où Alison découvre le poteau rose et pose un ultimatum à son mari. Il doit mettre un terme immédiat et définitif à sa liaison extra-conjugale s'il veut espérer pouvoir sauver leur mariage. Mis au pied du mur, Gérard s'exécute et il licencie même sa maîtresse avant de débuter une thérapie de couple avec sa femme, histoire d'essayer d'arranger les choses. Mais visiblement, ça n'a pas eu un effet incroyable parce qu'il ne tient pas bien longtemps avant de retourner dans ses vieux travers, vu qu'à peine 2 mois après sa rupture avec Tony, il retourne vers elle. We met at a coffee shop. He sat opposite me, held my hand, came into that meeting without his wedding ring on. And he said to me, I need you to know that I love you and that I am going to be leaving my wife. Tony boit les belles paroles de Gérard et retombe dans ses bras, ce qui permet à ce dernier de pouvoir recommencer à jouer sur les 2 tableaux. Seulement, début 2012, le ton change. La maîtresse de l'homme marié en a sérieusement marre de l'être et elle décide de le lui faire clairement comprendre en voyant que rien ne change. Gérard lui confirme alors que le 1er juillet de la même année, il sera séparé sans faute, une date qui est au passage celle où Alison aurait dû fêter ses 44 ans. Mais si c'est bien son mari qu'il a tué, pourquoi l'avoir fait le 20 avril, étant donné qu'il avait pour ainsi dire encore du temps devant lui pour pouvoir passer à l'acte? Eh bien, la réponse se cache probablement derrière le fait que ce jour-là, Tony et sa femme étaient censés assister au même séminaire. Gérard le savait et, remonté comme l'était sa maîtresse, il est possible qu'il ait pensé qu'elle allait peut-être aborder Alison pour tout lui dire, une épouse qui, de son côté, essayait de pardonner à son mari en pensant qu'il poursuivait ses efforts pour sauver leur mariage. En bref, si elles s'étaient croisées et avaient parlé, puisqu'il y avait de grandes chances d'arriver, le quadragénaire aurait très certainement tout perdu, incluant cette bonne réputation à laquelle il tenait tant. Maintenant, vous vous demandez peut-être, ok,
Mais pourquoi vouloir tuer Allison alors qu'il aurait pu tout simplement la quitter? Une question qui m'amène à mentionner l'existence du second mobile, l'appât du gain. Tony n'était en réalité pas le seul facteur présent dans cette équation parce qu'il s'avère qu'un désastre climatique survenu entre fin novembre 2010 et janvier 2011 en Australie avait fortement impacté Gérard au niveau professionnel. En effet, sur cette période de 2 mois, des pluies torrentielles se sont abattues sur le Queensland et 75% de l'État a subi de graves inondations au point que la zone a été déclarée sinistrée. Forcément, pendant et après ce drame, les ventes immobilières ont chuté jusqu'à devenir quasiment nulles dans le secteur et l'agence de Gérard, qui venait en plus de déménager dans des locaux plus spacieux et aussi beaucoup plus chers, a commencé à crouler sous les dettes. Pour garder son entreprise à flot pendant la crise, il a alors emprunté de l'argent un petit peu partout, à ses proches, à ses associés et à des institutions financières, jusqu'à en arriver à devoir plus d'1 million de dollars, dont 290 devaient être remboursés le 30 juin 2012, dernier délai. Une date limite qui approchait donc à grands pas au moment où Allison a été tuée, une mort qui aurait justement pu être très profitable à son mari, étant donné qu'elle avait souscrit plusieurs assurances décès, dont les montants des primes représentaient la somme rondelette de 800 000 dollars une fois cumulée. Et c'est visiblement quelque chose qui intéressait fortement Gérard parce que dès le 12 avril, alors même que sa femme était toujours vivante, il a essayé d'avoir des renseignements sur les modalités de l'un de ses contrats. Une chose qu'il a réitérée 5 jours après, le 17 avril, puis à nouveau le 30, jour de la découverte du corps d'Allison. Une fois le corps identifié, Gérard a ensuite lourdement insisté pour qu'on lui fournisse un certificat de décès au plus vite, et le 21 mai, il a finalement obtenu et transmis le document à toutes les compagnies d'assurance chez qui son épouse avait souscrit un contrat, tout en précisant qu'il fallait que le traitement de ses demandes soit accéléré. Un comportement assez étrange de la part d'un mari censé être en deuil, qui était d'ailleurs apparu larmoyant face aux journalistes et pendant les funérailles d'Allison. En réalité, depuis déjà plusieurs années, la mère de famille était profondément malheureuse en mariage parce qu'au fil du temps, Gérard était devenu aussi contrôlant que rabaissant. Allison gagnait très bien sa vie mais n'avait pas libre accès à son argent. Les babyphones installés dans la maison étaient utilisés pour l'espionner et elle prenait régulièrement des réflexions mesquines sur son apparence physique et des critiques gratuites, en plus d'être allègrement trompée. Gérard avait peu à peu isolé sa femme de ses proches et réduit à néant l'estime qu'elle avait d'elle-même, jusqu'à la pousser toujours plus loin dans la dépression, raison pour laquelle elle était sous traitement antidépresseur au moment de sa mort. Dès 2010, elle avait d'ailleurs commencé à consigner une partie de ses tristes pensées dans un carnet où elle disait par exemple qu'elle détestait que son mari la traite comme une merde, pour reprendre ses mots. Des écrits qui font froid dans le dos quand on sait ce qui lui est arrivé seulement 2 ans plus tard et auquel la police soupçonne qu'il y ait eu de petits ajouts d'une tierce personne. Parce qu'en effet, si on compare ces 2 pages, on peut voir que l'écriture n'est pas la même sur les 2. Celle de droite étant la dernière écrite, possiblement par Gérard, après la mort de sa femme, peut-être dans le but d'en rajouter une couche sur sa dépression, histoire que les enquêteurs croient qu'elle aurait pu vouloir quitter la maison pour mettre fin à ses jours. Selon la police, le scénario le plus probable est qu'Allison ait été étouffée par son mari le 19 avril 2012 au soir. C'est à ce moment-là qu'elle l'aurait griffé et égratigné pour défendre sa vie, malheureusement sans succès. Après sa mort, Gérard aurait traîné son corps jusqu'à la voiture, raison pour laquelle plusieurs espèces de plantes du jardin se trouvaient dans ses cheveux, puis il l'aurait conduit jusqu'à la Colo Creek pour s'en débarrasser. Quelque chose qu'il a probablement fait en laissant ses filles de 10, 8 et 5 ans seules à la maison en pleine nuit, après avoir tué leur mère pendant leur sommeil. Ah, et petite précision importante, oui, le sang et le cheveu retrouvés dans le véhicule accidenté étaient bien ceux d'Allison. Pendant le procès de Gérard, qui s'ouvre le 10 juin 2014, personne ne croit en la théorie du suicide, tant le monceau de preuves qui incrimine le mari volage est important. Ce dernier est reconnu coupable du meurtre avec préméditation, puis condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité, avec période de sûreté de 15 ans. Un énième meurtre qui fait suite à des violences conjugales qui, il faut le rappeler, peuvent être physiques comme purement psychologiques, tel que c'était le cas ici. D'ailleurs, même si ces termes sont pas mal galvaudés depuis un moment, le profil de Gérard fait quand même pas mal penser à celui d'un pervers narcissique
qui exerçait un contrôle coercitif sur sa femme. Et si vous vous demandez ce que sont devenues les 3 filles du couple, sachez que Anna, l'aînée, est sortie diplômée de l'université en 2022, à l'âge de 20 ans, après avoir décroché une licence en beaux-arts, avec une spécialisation danse. Au cours de la même période, elle a également obtenu une certification lui permettant de commencer un cursus qui la destine à pouvoir enseigner le ballet par la suite. Pour résumer, elle marche dans les pas de sa mère, qui était elle-même ballerine pendant son adolescence. Une bourse d'études nommée Alison Baden-Clay a d'ailleurs été créée en 2018 pour lui rendre hommage, et cette bourse vient en aide financièrement à de jeunes danseurs prometteurs. L'histoire de son meurtre n'est pas sans rappeler l'affaire Anne-Elisabeth Hagen, cette femme de millionnaire norvégien qui a disparu dans de très curieuses circonstances, sur fond d'histoire de gros sous. Encore une fois, si vous n'avez pas vu cette vidéo, à lundi prochain, et comme d'habitude, n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres et créatures imaginaires. Salut!